Bonjour, j'ai une question pour ADP. Si nous ne sommes pas clients de ADP, le taxe d'aéroport, ça sert à quoi? Et le taxe d'aéroport entre les dernières stations de SNCF aussi? On paie une taxe d'aéroport quand on prend le billet Paris-Roissy, par exemple. On prend 3 questions en même temps. Et puis on va les... Oui. Oui, concernant la Poste, je crois qu'il y avait des expériences, des études qui étaient faites pour diminuer les temps d'attente dans les bureaux de poste, notamment parisiens, dès le début des années 90. Donc ma question, c'est quel est le délai pour mettre en œuvre ce que vous avez fait avec succès? La dimension de temps, combien de temps il faut pour faire un virage sur l'aile à un paquebot pareil? Ma question est essentiellement à ADP, mais également à la Poste. Vous avez dit que vous cherchez à faire le meilleur pour tous. Comment est-ce que vous faites pour faire le meilleur pour chacun, c'est-à-dire cette dimension de personnalisation, ou pour des sous-groupes, c'est d'introduire la segmentation? Alors c'est sûr que dans le cadre du projet, on entendait un petit peu, ça fait longtemps, vous avez déjà essayé. Là en fait le projet pilote contre toute attente, c'est sur l'année 2007. Et en 2008, on a travaillé sur la généralisation des bonnes choses qu'on avait entendues, et en particulier la construction des standards de service, du référentiel de certification, de l'appareillage de mesure, de la formation. Et les premiers bureaux, on a commencé à les déployer en 2009. Et donc aujourd'hui, on a à peu près terminé les 1000 plus gros, et on va sur les 2000. Et en termes de certification, aujourd'hui, on a 1300 bureaux qui sont certifiés, donc c'est le plus grand réseau. Mais voilà, c'est trois années, et avec un enjeu incroyable de rendre compte au fur et à mesure de l'avancement des choses pour pas caler, parce qu'au début, quand on est sur des temps qui sont très élevés, sur plein de bureaux, etc., qui a se passer, voilà, on se dit, en fait, ça va pas forcément. Donc il faut vraiment une ténacité sur assez longtemps. On n'est pas beaucoup au début, on est plus nombreux à la fin. Et puis surtout rendre compte, et puis faire un peu le côté tache d'huile, c'est-à-dire j'essaye des choses, je montre que ça marche. Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'essayer? On y va. Plus un discours managérial assez fort sur c'est le sujet. Je pense que là aussi, une des différences par rapport à d'autres fois, c'est que c'était le sujet. Il y avait pas d'autre chose. On n'avait pas le droit à la parole. Si on avait autre chose qui nous intéressait, c'était la file d'attente. Et le courage. Et un courage d'amener un changement véritable et fort, sachant la masse de la population concernée. Je pense au niveau des Azores. Le fait de supprimer les guichets, les fameux guichets qu'on retrouve encore à la police des frontières en France, qu'on trouve pratiquement plus hors de... Il n'y a plus qu'en France, en France et dans quelques pays qu'on trouve ces guichets. Là, effectivement, il y avait un risque quand même de rejet potentiel et un énorme courage qu'il fallait déployer. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis peut-être sur la personnalisation, c'est l'enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, compte tenu des volumes, comme on disait, il y a, effectivement, on a fait cette marche, je pense, avec les standards de service qui nous ont permis de standardiser les choses. Et maintenant, pour renvoyer de la confiance et de dire, vous voyez, comme vous travaillez bien, il faut passer sur de la marge de manœuvre, de l'initiative. Et c'est que quand on arrive dans ces moments-là, qu'on peut aller justement sur plus de personnalisation. Alors la personnalisation, elle peut être plus travaillée, par exemple, sur les aspects bancaires, au niveau de l'accueil du client bancaire. Donc là aussi, on essaye de faire en sorte que, si c'est bien fait, si le client est fidèle, que la personne qui peut accueillir le client qui vient au bureau l'appelle par son nom en disant vous avez votre rendez-vous avec votre conseiller bancaire. Donc c'est des choses comme ça sur lesquelles on peut travailler. Mais c'est un exercice qui, en effet, n'est pas simple. Et puis à l'inverse, si je puis dire, dans tout le travail, nous, on a 874 bureaux qui sont dans des US. Il n'y a plus que nous, en gros, qui sommes dans les US. Et un bureau de poste dans une US, c'est aussi un incroyable travail, justement, de personnalisation par rapport aux problématiques de langue et aux problématiques d'accompagnement par rapport à des choses qui paraissent tout de suite compliquées. Et donc là, on travaille beaucoup avec des associations, avec d'autres entreprises publiques, avec tout un tas d'acteurs pour essayer de faciliter et d'avoir, pour le coup, une approche la plus personnalisée possible par rapport à la problématique. Voilà. Donc ça, on appelle ça la relation client solidaire chez nous. Mais moi, j'y suis très, très attaché. Mais ça reste un combat de tous les jours, ça.
Alors, deux questions assez différentes. Sur la taxe, alors je ne suis pas un expert des redevances aéroportuaires qui sont en fait un enchevêtrement de taxes diverses et variées. C'est une mécanique assez compliquée. Mon propos était volontairement un peu provocateur. Mais ce qui se passe, c'est que même la taxe d'aéroport, vous ne nous la payez pas directement. C'est-à-dire que vous la payez à la compagnie. Et ensuite, il y a un système c'est pas à proprement parler du reversement, mais il y a un système de paiement de la compagnie à l'aéroport. Et les négociations sur l'évolution des taxes, etc., et des redevances aéronautiques se fait bien, d'une part avec l'État qui, en fait, décide, et les associations et les représentants des compagnies. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas en dialogue avec nos passagers et nos clients sur l'évolution de ce qui peut être versé comme rémunération versus le service qui est rendu. Et en ce sens-là, vous n'êtes pas nos clients. Après, il y a toute une partie qui est faite pour les fonctions régaliennes, etc. Donc, on va dire, de toute façon, ça rémunère la sécurité, la sûreté, etc. Mais voilà, c'est vraiment au sens où c'est indirect. Mais évidemment, c'est volontairement provocateur. Et derrière, on a bien toute conscience que vous êtes nos clients. Et sur la personnalisation, pareil, on faisait vite, même pas assez vite, et c'était assez globalisant. Derrière, il y a des analyses par différentes cibles, on va dire, et une certaine segmentation qui est difficile à faire. J'insiste simplement sur le fait, le poids des visites uniques, je veux dire, donc quand on a 40% de gens qui viennent pour la première fois, plus des assez peu fréquents, donc moins qu'une fidélisation, un travail sur la fidélisation des clients au sens CRM, on va être effectivement sur une segmentation des besoins, les familles, par exemple, en ce moment, on a des problèmes avec la qualité dans les nurseries. On a vu un beau programme de nouveaux bâtiments où on s'est dit que celui qui l'avait fait n'avait jamais langé un enfant parce que la table est perpendiculaire, pas accessible, etc. Donc on essaie de travailler selon des besoins spécifiques. Sur les seniors, on a des focus group en ce moment avec les seniors pour écouter les besoins particuliers et en coproduction, on a des choses très intéressantes à faire aussi. Voilà, donc on travaille cette segmentation-là. Et alors sur les très fréquents, ce qu'on fait, c'est que je vous parlais tout à l'heure de la coopération avec les compagnies, puisqu'encore une fois, le fichier client des fréquents, c'est les fichiers des compagnies. On pourrait créer un programme de fidélité. Il y a des aéroports qui l'ont fait. On l'a étudié pour l'instant. Ça n'a pas été retenu comme suffisamment significatif. En revanche, on préfère travailler la piste de collaboration avec les compagnies. Premier rang Air France, parce que c'est plus de la moitié du trafic de l'aéroport. Et donc, récemment, on a reçu comme ça une communauté de Internet de grands voyageurs à qui on a fait des visites, des explications. Et donc là, on travaille sur des clients fréquents qui sont ensuite, c'était internationaux. Il y a des Européens, des Américains essentiellement, pour leur expliquer les coulisses, comment ça marche. Et derrière, on essaye de les mettre à bord et d'en faire des partenaires. Encore une fois, on disait tout à l'heure, en expliquant les choses, on peut gagner beaucoup en acceptation et en qualité de la relation. Je pense que Gilles peut peut-être dire un mot sur cette relation personnalisée de masse, c'est-à-dire la ressource, si on sait l'utiliser, de la technologie aujourd'hui pour arriver à une personnalisation pour ce qui peut arriver à être produit par de la technologie qui soit le plus élevé possible à un coût très très faible. Il y a aujourd'hui des choses que l'on ne pouvait pas imaginer de faire il n'y a pas encore longtemps à cause de la possibilité de disposer de suffisamment de pouvoir de calcul. Oui, quand on dit personnalisation, il y a deux choses en fait. On personnalise le produit ou service qu'on met à disposition du client. Donc il va avoir l'impression que c'est son produit. Donc c'est typiquement le cas pour, je ne sais pas si vous êtes client de LCL pour la banque, mais aujourd'hui, la partie compte, elle est complètement configurable en fait. Vous pouvez dire, quand j'ouvre mon compte, je veux ça. Vous pouvez vraiment packager le service que LCL va vous rendre. Et ça, c'est une grosse tendance. Et pour rester simple et pour que ça reste compréhensible pour le client, qu'il n'ait pas des milliers d'options, ça passe par des moteurs de configuration qui ont des règles de compatibilité entre les options, etc. Et puis, au-delà de ça, là, ça c'est ouvrir le choix et le paramétrage de l'offre, de ce qu'il prend au client. Au-delà de ça, il y a tous les aspects, on va dire business intelligence, j'emploie un peu un barbarisme, mais vous le connaissez peut-être. On le rapproche ça complètement des canaux, donc des canaux d'interaction, qui soient humains ou digitaux, pour essayer de mettre une couche de personnalisation dans ceci. Donc, évidemment, l'ancêtre de ça, c'est le CTI. On vous reconnaît, Monsieur Durand, quand vous appelez. On vous appelle par votre nom. Mais derrière, on peut dire,
on peut dire, ah tiens, je vois que vous avez acheté, vous êtes utilisateur de tel forfait, etc. Vous savez que ce qui serait bien pour vous, c'est aussi d'avoir le petit forfait SMS qui va bien, parce que je vois que vous en passez quelques SMS et vous les payez au prix unitaire. Bon, maintenant, c'est délimité. Mais vous les payez au prix unitaire, donc avec le petit forfait à 3 €, ça serait bien pour vous. Vous feriez des économies. Et tout ça, le client, en fait, le but, c'est vraiment de... La bouchère, hein, c'est vraiment l'image de la bouchère qui sait que son client, qui s'en souvient qu'il aime l'onglet, qui sait que les gens qui aiment l'onglet aiment aussi la bavette, hein, je dis n'importe quoi. Et donc, elle est capable de proposer le bon produit à son client et éventuellement même alors de faire des gestes, etc. Pour le satisfaire. Et tout ça, quand on a 100 clients, c'est facile. Quand on en a 1 million, ça passe évidemment par toute cette couche d'intelligence qu'on rajoute au niveau des canaux. Pour créer ça, rendre la vie du client dans l'entrée dans le système impossible, c'est-à-dire qu'on rentre dans un certain nombre de relations, y compris avec des acteurs Internet bien connus, et puis on a 4 pages... 4 écrans successifs de trucs auxquels il faut répondre avant d'avoir accès au service, ce qui est décourageant, ennuyeux, etc. Vous avez évoqué tout à l'heure sur la personnalisation, le fait que la technologie permettait énormément de choses, que ça a des coûts moindres. Se pose aussi la question de la protection de l'information personnelle, que vous avez soulevée par le fait parfois de devoir passer par plusieurs écrans avant d'arriver au résultat parce qu'il faut valider des conditions d'accès au site, etc. Alors c'est peut-être un petit peu moins, ça concerne peut-être un petit peu moins la Poste et puis le groupe ADP, mais comment voyez-vous l'évolution de ces problématiques-là dans ce besoin de personnalisation qui, malgré tout, ne doit pas non plus empiéter sur... personnalisation, respect de l'information individuelle, privée, qui, à mon sens, peut se poser beaucoup, notamment à la Poste, peut-être plus encore à la Poste, dans une certaine mesure. Oui, alors ma question porte sur la performance des services aux clients. Alors, donc dans l'exemple de l'autonomie du commis, et l'implication de l'opérateur dans l'amélioration du service. Alors le Lean Management, l'opérateur chez Toyota par exemple peut interrompre la chaîne et améliorer ou trouver une solution au problème qu'il rencontre. Donc ma question porte sur l'autonomie des opérateurs pour améliorer le service. Et dans le cas de ADP, comme les acteurs de la chaîne de valeur sont très différents, par exemple, les opérateurs au niveau des services de sécurité qui voient que quand une personne a des chaussures montantes, il faut qu'elle les retire pour passer les sas. Est-ce que la compagnie aérienne peut prévenir dans la checklist des affaires à prendre en cabine, dire si vous avez des chaussures, c'est un exemple, des chaussures montantes, vous perdrez du temps dans la chaîne de passage. Donc c'est par rapport aux informations et à l'implication des opérateurs dans l'amélioration de la chaîne. Est-ce que pour vous, et je pose la question quelque part à vous deux, et peut-être monsieur interviendra aussi, la certification est un processus, une finalité? Est-ce que ça a été structurant ou en tout cas apporteur d'un instrument de mesure? Comment vous avez utilisé cette certification, puisque j'ai vu dans une de vos slides que vous étiez même au comité AFNOR, etc. Voilà. Vos réactions, donc, rapides, synthétiques et percutantes. Pour moi, la certification, c'est un outil. C'est-à-dire, en fait, c'est un outil, soit on en a besoin, pas besoin, soit on s'en sert bien, soit on s'en sert pas bien. Et c'est vrai que on a une histoire de certification sur les processus ISO. Là, en fait, tout l'enjeu, ça a été de dire, est-ce qu'on va sur une certification dans le domaine plus du service ? Et du coup, on a construit avec l'AFNOR, les consommateurs, l'État, un référentiel spécifique sur les standards de service. Et moi, je l'ai amené en disant aux bureaux qui étaient les plus avancés, compte tenu des résultats que vous avez depuis plusieurs mois, ce serait dommage de ne pas avoir cette reconnaissance externe. Et donc, de surtout pas en faire un préalable, et de dire, en fait, dans le chemin, là où vous en êtes, quand même, ça va demander un petit effort, mais moi, je suis là avec les équipes pour vous aider, mais allez-y, quoi. Et moi, je suis intéressé à ça parce qu'en fait, l'avantage de la certification, c'est que ça engage quand même une forme de pérennité des choses. Et moi, je ne peux pas être là tout le temps, et donc, voilà. Et donc, ça, c'est... Il y avait plutôt des histoires...
pas très bonne par rapport à la certification sur tous ces sujets. Finalement, ça a été parce que c'est arrivé au bon moment pour les bonnes personnes, comme quelque chose de tout à fait achetable. La première fois, j'ai dit c'est qui se sent prêt. Il y a 150 patrons de bureau qui ont dit moi, on s'en a pas. Maintenant, on a 1200. C'est vrai que les derniers, on les pousse un peu pour le coup. Mais le fait qu'on puisse montrer à tout le monde que quand on est dans ce moment de certification, c'est un moment collectif de motivation. Et tout mon travail, c'est d'enlever tout ce qui peut apparaître comme trop de papier. Et donc, c'est pour ça que nous, on est très vigilants, surtout pour pas casser l'exercice. Puis après, il y a l'exercice de communication, faire savoir qu'on est certifié. Pour l'équipe, c'est aussi une fierté. Voilà. Alors, sur les aspects plus gestion de l'information, c'est vrai que sur ces sujets, ce qui sera intéressant justement dans cette révolution, à mon avis, qu'on n'a pas encore, on n'y est pas encore, mais sur cette évolution de dire le guichetier ou le facteur n'est pas un bout de chaîne, mais le premier capteur d'information, et que du coup, il est en capacité d'avoir beaucoup d'informations. Le facteur, comme disait Hervé, il peut savoir beaucoup de choses et il peut aussi être un acteur justement de réponse aux besoins. Et donc jusqu'où il faut, ça fait partie à mon avis des prochaines années. L'idée, en le dotant des équipements qui vont bien, c'est justement de lui permettre de jouer ce rôle de capteur d'information beaucoup plus qu'aujourd'hui. Voilà. Et l'autre. Oui, donc réaction un peu complémentaire sur la certification. Un outil, CDG est certifié ISO 14001. On travaille au renouvellement. On a un système de management intégré, mais qui apparaît largement insuffisant par rapport aux enjeux qualité client en particulier. Je dirais que c'est utile, voire nécessaire. Ça permet de cristalliser, de formaliser des choses, mais largement insuffisant. On a à l'autre bout du spectre le pilotage sur la satisfaction. Entre les deux, on essaye vraiment de travailler un pilotage de conformité sur des niveaux de conformité qui soient définis par rapport à la vision client et pas seulement par rapport au processus. Je ne sais pas si je suis clair ou pas en dedans. On pourrait prendre l'exemple du nettoyage des toilettes. Il y a tout un, mais c'est une réunion à part entière. Et du coup, non mais c'est un point important. Si vous saviez le temps que je passe sur les toilettes, j'aime bien la sortir celle-là. Excusez-moi, il fallait quand même que je la sorte. Voilà. Et du coup, on travaille sur en plus de certification ISO, sur un format de labellisation où on va travailler encore une fois sur ces référentiels avec aspect vision client. Du coup, ça permet de manager effectivement les acteurs sur de la conformité, parce que la satisfaction, c'est bien, mais concrètement, c'est de la conformité à certaines règles. Évidemment, il faut définir les règles en fonction de ce qui est censé permettre d'atteindre l'objectif de satisfaction client. Et en revanche, cette labellisation, on la verrait plutôt pour l'instant sur un management interne, c'est-à-dire pas forcément appuyé sur une certification externe, ce qui n'empêche pas de communiquer, pas de la même manière, et avec un système d'étoiles qui permet aussi de vraiment gérer une progression. J'ai un bout du parcours qui est bon, j'ai progressé, enfin, outil classique de ces aspects-là. Et sur le lean et l'aspect autonomie des acteurs, qui quelque part va un peu à l'autre bout du balancier, on l'a dit à plusieurs reprises, donc oui, c'est important. Les expérimentations qu'on fait avec les acteurs de terrain, en les réunissant à plusieurs, c'est-à-dire des gens de la sécurité, des gens des compagnies, des gens de la police, des gens de chez nous. On les met en bocal. Ils ont des consultants externes ou internes, mais surtout pas de manager avec eux. Ils sortent l'initiative par rapport à leur vécu quotidien. Donc, ce n'est pas forcément les chaussures montantes, mais ça peut être des choses qui ressemblent. Évidemment, la difficulté, c'est de le faire vivre derrière, d'où la nécessité de faire des expérimentations très rapides et de cristalliser tout de suite des actions qui en sont tirées, que ce ne soit pas seulement des groupes sympas qui mettent tout le monde à l'aise et puis après on recommence comme avant. C'est pas facile, mais oui, ça marche bien et je crois que c'est très important. Ça rejoint le sujet de la personnalisation, c'est-à-dire que les référentiels, c'est bien, il faut pouvoir les faire évoluer en fonction du vécu et de cas particuliers. Mais enfin, là, j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Gilles, quelques mots sur la relation et peut-être la réflexion de CSC sur à la fois donc, souci de personnalisation et respect de l'information individuelle, qui est un vrai sujet. Qu'on va pas en quelques mots. Oui, parce que c'est un sujet vaste. D'un prochain matin d'innovation, on s'entend bien. C'est un sujet vaste, complexe, sur lequel je ne suis pas expert déjà. Donc toutes les problématiques CNIL, etc. Alors la réponse que je peux apporter est uniquement un peu métier. C'est-à-dire que alors déjà sur les, ça compte énormément en fonction du canal. En fait, ce qui est différenciant dans cette expérience, c'est le canal. Lorsque vous êtes sur des canaux numériques, effectivement, les gens sont assez méfiants. Donc à ce moment-là, les bonnes pratiques, on va parler d'opt-in, etc. Oui, je suis d'accord pour donner mes informations si vous les utilisez à bon escient et que vous ne les vendez pas à vos copains. Sur les canaux humains, il y a assez peu de réticence en fait.
Nous, on menait des expériences avec une banque on appelle les clients qui ont eu des flux importants, des soldes importants. Bonjour, vous avez eu un solde important, on a vu ça, on vous propose une offre de placement. Ce n'est jamais perçu comme une intrusion. Mais comment ça? Vous avez regardé mon compte, etc. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une valeur ajoutée, réelle perçue de la connaissance, les clients sont plutôt réceptifs en fait. Donc je pense que c'est ça la clé, c'est le fait de dire, bien sûr, il y a des limites. Si vous dites à son client qu'il a appelé tel numéro hier à 15h, mais ça c'est carrément illégal. C'est des cellules dédiées qui sont réservées aux requêtes de justice chez les opérateurs. Mais bien sûr, il y a des limites. Mais lorsque le client perçoit une valeur ajoutée par rapport à la connaissance qu'il vous a fournie, il n'est pas hostile par principe. Merci beaucoup à nos invités.